Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Pour cet épisode spécial Saint-Valentin, j'ai le plaisir d'accueillir au micro du podcast Gwenaëlle et Victor, qui sont des blogueurs voyage depuis 2013, donc déjà depuis plus de 11 ans, sur un blog plutôt personnel où ils parlent de leur voyage qui s'appelle « Et pourtant, elle tourne ». Mais c'est surtout le lancement de leur blog voyagerentrain.fr qu'ils ont lancé en janvier 2020, donc il y a plus de 4 ans, qui m'intéresse aujourd'hui. La singularité de ce média, c'est de comprendre comment on peut bien voyager en train en France et en Europe, avec notamment des astuces et des bons plans pour rendre ces destinations plus accessibles. Vous allez le voir, l'engouement pour le voyage en train, notamment en France, pour voyager en France en train, est en train de prendre vraiment un véritable essor. Pour preuve, c'est que le trafic mensuel du blog voyagerentrain.fr culmine entre 50 et 100 000 visiteurs uniques par mois, selon la saisonnalité. Et dans la même lignée, ils ont sorti leur premier livre fin 2023, issu de leurs principaux articles du blog voyagerentrain.fr, mais pas que, où justement ils invitent les Français à découvrir comment voyager en train en France et avec vraiment une mise en avant des spécificités, notamment en termes de politique tarifaire, d'une région à l'autre. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à découvrir ce site voyagerentrain.fr et pourquoi pas commander leur livre qui est sorti il y a seulement quelques mois. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir mon échange avec Gwenaëlle et Victor et vous retrouve à la fin de cette interview. Belle écoute à tous. Hello à tous les deux, je suis vraiment ravie de vous avoir aujourd'hui sur le podcast. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un duo, donc c'est chouette, j'aime bien avoir des duos sur le podcast. Ça rend un peu plus dynamique l'épisode. Pour démarrer notre échange, j'aimerais que vous nous partagiez en fait plutôt déjà vos observations sur l'évolution des voyages en train. C'est vraiment votre spécialité et je voulais savoir s'il y avait un profil de voyageur en train type, par exemple. Oui, il y a eu une évolution forcément sur les voyages en train qui sont on va dire, de plus en plus prisés aujourd'hui. Et sur le profil, on va être plutôt, sur soit des couples, en gros, j'allais dire le profil type entre 30 et 50 ans, voilà. Des couples ou des familles aussi. Il y a de plus en plus de familles qui voyagent, qui choisissent le train comme mode de transport, et notamment, plutôt des citadins. C'est-à-dire qui n'ont pas forcément de voiture ou en tout cas qui ont des gares forcément à proximité. C'est vrai que c'est plus facile de se rendre, après de choisir le train, voilà, quand la gare n'est pas très loin. Donc, Et puis métropole, citadin est plutôt métropole, pas que métropole, mais aussi le fait que il y ait des gros trajets desservis en fait par la gare, parce que tu peux avoir une gare, mais oui, c'est avoir ça, oui. peu de Effectivement. voyages qui Une partent de gare ta gare. Voilà, où il y a beaucoup de connexions, effectivement, Ouais. qui permettent de rayonner. Alors forcément, beaucoup de Parisiens, parce que Ouais. le réseau ferroviaire français étant construit en étoile depuis Paris, C'est ça. forcément, c'est plus facile pour des gens qui habitent Paris ou la région de rejoindre une des gares et puis de pouvoir partir. Et en plus, souvent, ce sont des personnes qui ont peut-être pas de voiture. En fait, Ouais. Et justement, d'habiter. en fait, est-ce que le voyage en train, c'est un voyage par défaut pour ces gens-là qui sont pas véhiculés, ou c'est vraiment un souhait? Est-ce que c'est vraiment une motivation aujourd'hui pour opter pour ce type de voyage? Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a vraiment les deux. Les personnes qui n'ont pas de voiture, de toute façon, ils n'ont pas le choix, donc ils vont prendre le train ou une voiture depuis Paris ou une grande ville, mais il vaut mieux prendre le train et louer après sur place. Après, il y a vraiment une volonté de voyager aussi différemment, donc d'arrêter de prendre de la voiture, donc de traverser la France en train et après de soit faire du vélo sur place, ou de faire en train. Donc il y a aussi cette motivation de voyager autrement, de se déplacer autrement et de voyager autrement. Ok. Ouais, donc, Et quand tu parlais... excuse-moi. Non. Quand tu parlais des familles avec des enfants, on parle de familles avec des enfants qui sont plutôt grands, c'est-à-dire, je dis à partir de 5-6 ans.
ou ça peut aussi être des familles avec des jeunes enfants. Je sais que vous avez expérimenté les deux, mais tu aurais tendance à dire que les familles qui voyagent en train vraiment avec leurs enfants, c'est des enfants qui sont déjà grands ou pas? Il n'y a pas de règle vraiment? Je suis pas sûre qu'il y ait des règles. Après, effectivement, il y a peut-être plus à partir de 5-6 ans, comme tu disais, sur cet âge-là, parce que c'est vrai qu'avant, il y a certains, on a peut-être besoin d'un peu plus de choses quand on voyage avec un bébé, tout petit. Et donc, souvent, on va, à ce moment-là, privilégier la voiture parce qu'on peut mettre plus facilement, la poussette, le parapluie. Voilà, c'est vrai qu'il y a tout le matériel de puériculture qui prend forcément un petit peu plus de place. Mais quoi que ce n'est pas, l'avantage du train, c'est qu'on n'est pas contraint, et réduit par le nombre de bagages, qu'on peut emmener avec soi en vrai. Donc, c'est peut-être plus pour une facilité, de déplacement, voilà. D'autant plus que ces équipements-là, type poussette, ils sont gratuits en fait. Ils sont en option gratuite quand tu prends ton voyage de train la plupart du temps. Oui, donc, c'est en ça. fait, il y a même pas de souci particulier. Ok, c'était une question que je me posais. C'était une question que je me posais effectivement. Et du coup, on va parler déjà aussi, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de votre média qui est voyagerentrain.fr. Aujourd'hui, dans votre observation, quels sont les itinéraires les plus recherchés? Est-ce qu'on recherche plus des voyages de proximité ou plutôt des voyages lointains grâce au train? Ça va être un peu les deux, c'est la réponse facile, mais ça, les personnes comme nous en Bretagne vont rechercher explorer la Bretagne en train. Donc vraiment le voyage de proximité ou des choses qui sont à 2 heures maximum, ou sinon ça va être vraiment du voyage lointain, que ce soit à l'autre bout de la France, par exemple partir dans les Alpes depuis la Bretagne ou depuis Paris, ou sinon ça va être de partir en Europe, que ce soit en Andalousie ou jusque dans les pays baltes, quoi. C'est vraiment très large. Et là, dans ces voyages plus lointains, c'est quoi? Il y a un esprit un peu d'aventure, j'ai l'impression. Il y a le train de nuit qui revient vachement sur le devant de la scène. Est-ce que ça, vous avez vu qu'il y avait vraiment un engouement pour justement ces voyages en train de nuit? Moi, pour le coup, c'est vrai que je l'ai expérimenté, mais j'étais toute petite et j'en garde un bon souvenir parce que c'était un peu l'aventure. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas refait. C'est vrai que c'est un Paris-Briançon, d'ailleurs, c'est par exemple un train de nuit. Je ne l'ai pas expérimenté, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresserait pas mal. Ça, c'est quelque chose que vous ressentez aussi? Oui, il y a un très fort engouement, et puis on le voit aussi dans les chiffres. Les trains de nuit sont revenus là depuis la fin du Covid. Donc il y a plus de lignes, mais aussi beaucoup plus de voyageurs. Il y a plus de trains, mais aussi plus de gens dans les trains. Donc les trains de nuit affichent, c'est aussi rapidement complet, que ce soit en France ou en Europe. D'accord. Les gens recherchent beaucoup parce que justement, c'est un peu un train différent, un train classique de jour. On se dit, on s'assoit sur son siège et il y a rien d'autre à faire. Un train de nuit, c'est qu'est-ce que j'emmène? Il y a quoi comme service à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une voiture restaurant? Est-ce que avec des enfants, comment on fait? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'on peut fermer la porte en termes de sécurité? de la sécurité. Et puis il y a des couchettes, il y a des sièges, il y a des voitures-lits, il y a des voitures-lits de luxe avec des douches. Il y a vraiment tout type de. C'est pas juste un siège comme dans les trains de jour. Donc c'est vraiment. En fait, ce qui est super aussi dans le train de nuit, c'est qu'en fait, t'as pas vu le voyage passer. C'est-à-dire que tu vas loin, mais en fait, tu te réveilles, tu es à destination ou presque. Et ça, c'est incroyable. Et tu t'es reposé, contrairement à quand tu voyages de nuit, mais c'est toi qui conduis. Nous, c'est vraiment le côté magique. Le train de nuit, tu pars par exemple de Paris, tu te réveilles en Autriche ou dans les Alpes. C'est vrai que tu te réveilles dans un autre endroit, tu ouvres le rideau et tu es téléporté dans un autre pays, quoi. C'est ça, en fait. C'est le bon mot, je pense, que tu as utilisé. C'est effectivement cette notion de téléportation, parce que, surtout pour les enfants, ça doit être l'émerveillement à chaque fois. Et puis, il n'y a pas la fatigue de la route. Et oui, comparé à un trajet qu'on ferait en voiture où faut s'arrêter toutes les 2 heures. C'est fatigant, de rouler ou même d'être covoitureur. Mais c'est c'est pas le même rythme. Et donc on arrive à destination le matin et on profite vraiment de la journée, quoi. T'es en forme pour attaquer. Voilà. Et puis en plus, même au niveau tarifaire, clairement, ça vaut le coup, quoi. Parce que un même trajet en voiture, donc il faudrait forcément couper parce que tu le ferais pas en une fois. Donc, en comptant les arrêts, voire éventuellement une nuit d'hôtel. Aujourd'hui, nous on fait, pour tous les quatre, parce que donc on a 2 filles. Quand on prend le train de nuit, ça nous revient moins cher que si on avait fait le trajet en voiture plus une nuit d'hôtel. Et donc, sans compter effectivement la fatigue que tu récupères, quoi. On a passé donc la nuit, on a eu la nuit et le transport, quoi. Et puis,
On arrive oui, pardon, Victor. on arrive le matin, on met nos bagages dans les bagageries ou dans un hôtel à proximité de la gare. Et puis après, on peut vraiment profiter de la journée sans avoir des affaires sur le dos. Donc, ça, c'est génial. 8-9 heures où on prend un petit déjeuner près de la gare et après, c'est parti. Et c'est parti. Et vous êtes complètement d'attaque. Ouais. Et tu vois, pour avoir expérimenté le voyage en train avec mes enfants, mais pour des 5-6 heures quand même à chaque fois, en fait, le fait de ne pas conduire fait que tu es disponible pour eux. Oui, aussi. C'est vraiment pas le cas quand tu conduis et que du coup, il y a une crise, il y a quoi que ce soit. En fait, tu ne peux pas gérer la crise et tu dois prendre sur toi pendant 1 heure ou jusqu'à la prochaine heure. Effectivement, on en parlait de façon plus générale, mais nous, avec des enfants, aujourd'hui, le train est le meilleur moyen de transport. Disponible, quoi. Et tu passes du temps. En fait, tu prends du temps avec eux. Nous, je sais qu'avec mon grand, on joue aux cartes, on dessine ensemble. Effectivement, là-dessus, je suis convaincue. Pour nous, c'est pas du temps perdu, quoi. En fait, non. On est ensemble, on est en famille, on peut discuter, jouer. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on privilégie les trajets sur les temps des repas pour pouvoir en fait aussi pique-niquer. Finalement, on peut aussi passer du temps. Et c'est assez convivial. Donc, et puis oui, comme tu dis, la configuration d'une voiture haute fait que, on peut pas être avec eux. On peut discuter, mais mais encore celui qui conduit, il y a quand même une certaine vigilance à avoir. Et puis non. Donc franchement, le train est. On n'est pas attaché quoi. Si on a envie de bouger, tu peux te mouvoir. C'est vrai que tu peux C'est ça. Parce que quand les jambes. Tu t'arrêtes sur l'aire d'autoroute et tu peux être certain que 10 minutes après, le petit va faire « j'ai envie de faire pipi ». C'est ça. Dans le train, t'as forcément les toilettes. Tu peux aller bouger quand il y en a un, tu sens qu'il commence un peu à être... tu peux être promené dans les wagons. Allez, viens, hop, on va visiter le train. Nous, c'est ce qu'on fait avec nos filles. C'est vraiment devenu le rituel de nos voyages en train. C'est qu'on se fait tout le train, de long en large, de la locomotive, la dernière voiture. Mais ça nous permet, de voir aussi comment est construit le train. En France, du coup, c'est toujours un peu le même type de train. Mais c'est vrai que vous voyagez jusqu'en Europe aussi, ouais. Donc, c'est ça. Mais en Europe, ça nous permet aussi de voir les trains et comment sont faits les trains à l'intérieur. C'est toujours intéressant. Et justement, vous avez commencé à aborder un peu la question suivante, c'est justement comment, quand vous préparez vos propres itinéraires en train, donc pour vous-même, quels sont vos critères principaux en termes de sélection des hébergements et des activités? Parce que, comme tu l'as dit, Victor, vous choisissez déjà quelque chose qui est à proximité de la gare. Ça, c'est un des critères numéro 1. Dans quel rayon autour de la gare en général? Donc, ça, quand on construit nos itinéraires, on regarde qu'est-ce qui est accessible en train ou en transport en commun. Donc après, pour les hébergements, souvent on est à proximité des gares, donc on regarde dans un rayon jusqu'à 1 km, 1,5 km des gares. Donc ça fait, pour à pied, ça, en 10-15 minutes, on y soit. Ou sinon, après, si la ville, si après le cœur de ville est un peu excentré par rapport à la gare, donc après on y va en métro, en bus. Et après, on choisit le logement plus près des choses à voir en fait, sur la destination. D'accord, ok. Et petite précision que vous m'aviez faite, et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, c'est que le trajet à pied, ce trajet doit être accessible et sécurisé. C'est ça. Petite anecdote de Victor, effectivement, on ne voit pas tout quand on... En fait, cette préparation, elle est ultra importante parce qu'on ne voit pas tout quand on le fait à la va-vite, un itinéraire comme ça. C'est que parfois, les portions peuvent être plutôt dangereuses. Oui, on peut trouver un logement à 500 mètres, mais si c'est à 500 mètres sur une route nationale sans trottoir, par exemple, c'est rédhibitoire. Oui, c'est ça. On va pas se promener avec des enfants et nos valises à côté de routes, de voitures qui roulent à 90, 110 km/h. Mais c'est vrai que tout ça, comme tu disais, c'est une vraie préparation, c'est-à-dire qu'on vérifie, on fait des, comment ça s'appelle, j'ai perdu le mot, des Google Maps, pour vérifier, l'accès, un petit peu, parce que, encore une fois, parce qu'on voit, on serait tous les deux, à la limite, c'est moins gênant, mais avec des enfants, c'est juste pas possible. Mais c'est assez compliqué. Et donc, effectivement, c'est vrai que ça, ce serait un vrai plus si, par exemple, les hébergements ou autres, ils l'indiquent clairement. Oui, pas juste on est à 15 minutes à pied, mais qui explique l'itinéraire. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais, voilà. Ça c'est intéressant comme tips. C'est vrai que ça pourrait être... ou en métro. On irait plus confiant, et voilà, si on savait, si on pouvait voir, être certain que cet itinéraire, soit adapté. C'est super intéressant ce que tu viens de dire, parce que effectivement, c'est tout bête, mais personne ne pense à le faire. C'est de dire, tout le monde dit, oui, je suis à 15 minutes de la gare, mais ne dit pas simplement, en fait, vous prenez le métro, je suis à 2 stations,
Et après, il y a 5 minutes à pied de marche dans les rues. En fait, c'est aussi différent, voilà, parce qu'on peut être à 15 minutes de la gare, mais est-ce que c'est 15 minutes en métro? Est-ce que c'est 15 minutes à pied? 15 minutes en voiture. 15 minutes en voiture. Parce que ça change aussi, parce qu'on n'a pas forcément de voiture, d'envie de louer une voiture. Et puis, ça peut être tout bête, mais c'est pareil, si c'est des pavés, parce que je pense à certaines villes qui sont pavées, 15 minutes, mais sur un pavé, si les personnes, quand on vient, si on est avec des valises, par exemple, ou avec une poussette, avec des jeunes enfants, j'avoue que c'est un poil plus compliqué. Voilà. Donc bon, voilà. Oui, donc expliciter déjà. Mais expliciter déjà un peu plus. Voilà, c'est ça. Cet itinéraire du point de la gare à notre point d'hébergement. Tu as raison, et ça peut être juste un PDF à télécharger et tu as la carte et le détail. Enfin, tu as raison, c'est tout bête. Et je pense que si demain on veut attirer un peu plus de voyageurs en train, effectivement, ça peut être la petite chose un peu bête, mais qui fera quand même la différence. Ouais, d'accord. Et est-ce qu'on peut quand même voyager en train pour rejoindre des destinations qui sont un peu plus rurales et dont, du coup, la gare la plus proche est, par exemple, à 30 minutes? Quels seraient vos conseils? Mais tu as vraiment envie d'aller là-bas, tu vois. Il y a beaucoup de destinations qui sont magnifiques. Je pense, par exemple, les plus beaux villages de France dans le sud. Honnêtement, la gare la plus proche, elle est à 30 minutes minimum. Hein. Et du coup, si tu as quand même envie, est-ce que ça vous est arrivé et comment vous vous organisez à ce moment-là? C'est vrai qu'on pourrait imaginer, c'est des services de navette de la part du logement ou de la destination qui va chercher des voyageurs dans les gares, ou même des services de location de vélo, mais que ce soit directement à la gare, mais si c'est une petite gare ou un loueur de vélo, mais qui vient déposer des vélos à la gare sur rendez-vous, ça permet après, depuis la gare de rayonner en vélo, ou après, si c'est les navettes, ou en transport ou tout simplement en transport en commun. Mais c'est vrai qu'après, dans le milieu rural, les transports en commun, soit il n'y en a pas, ou soit il y en a peu, et qui ne sont pas souvent en même temps que les trains. Je pense que après, c'est une vraie volonté des régions de vouloir aussi développer l'attractivité territoriale. Ouais. Mais effectivement, je rejoins ce que vous dites parce que je prends l'exemple de l'ancienne destination où j'étais community manager. Effectivement, on était à 30 minutes, justement, de la 20-25 minutes, 30 minutes de la gare. Et effectivement, il y avait une navette qui faisait. Mais en fait, c'est la navette du transport scolaire. Oui, voilà, Bon, c'est ça aussi. C'est souvent la navette du transport scolaire mise en place par la région. Oui, parce qu'elle sert que 2 fois finalement cette navette. C'est ça, ou je crois 2 ou 4 fois dans la journée, tu vois, max, je crois que c'est 4 fois, mais bon, tu le sais, c'est possible. Après, bon, il y a toujours les taxis, etc., mais c'est pas pareil. Ok, d'accord. Et si vous deviez donner des conseils justement à des destinations qui veulent attirer des voyageurs non véhiculés, c'est quoi pour vous les services les plus pertinents à proposer? On vient clairement de le dire que il y a cette notion de transport en navette. Est-ce qu'il y a d'autres services qui pour vous font vraiment la différence pour attirer des voyageurs non véhiculés? Déjà, ça serait d'indiquer un parcours des choses à faire ou à voir dans la destination qui sont accessibles en transport en commun, à pied, en vélo ou en train, parce que du coup, ça peut être de gare en gare aussi, et de vraiment construire une communication sur ce sujet pour promouvoir le fait que, oui, là, la destination est accessible sans voiture. Ça, c'est OK. Est-ce que vous êtes preneur de solutions de type autopartage quand vous en trouvez? Ou pas du tout? Alors nous non, parce que encore une fois on a des enfants et donc c'est pas forcément une solution parce que ou alors il faudrait les sièges auto, ça complexifie un petit peu voilà. Donc j'avoue qu'on l'a jamais fait, mais pourquoi pas, peut-être que ça pourrait être une bonne solution, mais Et la location de vélo, on en a parlé, ça vous êtes plutôt preneur? Alors nous la location de vélo on est preneur, mais alors là c'est pareil parce que c'est très rare et c'est très compliqué pour nous de trouver avec soit une carriole ou des vélos enfants, et c'est tout bête parce que souvent les loueurs de vélos ont des vélos, mais pas de produits pour les enfants, que ce soit carriole ou même vélo enfant. Alors qu'aujourd'hui effectivement les carrioles se démocratisent énormément. Tu peux mettre 2 enfants, ou des vélos cargo, des vélos cargo, oui, c'est ça, oui. Vélos aussi, tu mets tes valises dedans avec les enfants. Oui, en plus en fait c'est tout bête, mais oui, parce que quand on arrive en train, effectivement on est souvent chargé, donc le vélo cargo ou la carriole, pareil, la solution idéale, effectivement, qu'on ait des enfants ou pas pour pouvoir mettre ses affaires. Mais alors, ça arrive de plus en plus, mais c'est encore un peu timide. Et donc, et puis qu'en plus, c'est souvent, les loueurs de vélos sont pas forcément à proximité, des gares aussi. Donc, en plein cœur de la ville et pas à côté de la gare.
Et aujourd'hui, vous arrivez à trouver des loueurs de vélos pour visiter une ville, par exemple, pour les enfants, des vélos aussi pour vos enfants? Pour l'instant, on était plus sur des carrioles parce qu'elles étaient encore assez petites. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'on va commencer à aller, je pense que les prochaines locations, elles auront leur propre vélo, ou du moins la grande. Mais c'est vrai qu'on a un entre-deux où ça va commencer à être trop grande pour être deux dans une carriole, mais en même temps, elles sont trop encore un peu fatiguées, pour faire peut-être du trop. vélo Ouais. longtemps. Donc, ouais, c'est ça. Il y a ça aussi. Après, l'idéal serait de pouvoir mettre son vélo dans le train, mais bon, là, ce serait une autre. On milite pour ça aussi, mais c'est autre chose. Voilà, ce sera pas du fait de la destination, mais plutôt des trains qui doivent être accessibles au vélo, parce que aujourd'hui, on trouve ça un petit peu aberrant, justement, qu'on puisse pas combiner des méthodes de mobilité douce, que ce soit qui est un voyage multimodal, en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Qui existe sur certains TER, mais pour ceux qui et puis même si on a envie, petite anecdote, mais par exemple de louer une voiture, parce que comme tu disais, il y a certaines régions où les gares sont un petit peu plus loin, voilà, mais effectivement on peut avoir envie d'aller voir et donc de louer une voiture, parce que le vélo ou à pied, c'est pas forcément donné à tout le monde, mais donc bref, on peut avoir donné une voiture. Nous, quand on était à l'étranger, par exemple, pour louer des voitures, donc on a fait un tour d'Europe en train, et il a fallu, quand on a voulu justement louer des voitures pour pouvoir s'éloigner un petit peu, il a fallu quand même qu'on aille à l'aéroport louer la voiture. Oui. Et donc, en fait, on s'est retrouvé plusieurs fois à devoir aller à l'aéroport parce qu'en fait, il y avait les services de location de voitures sont concentrés aujourd'hui au niveau des aéroports. Et donc, il y a plus de loueurs. En fait, il y a une offre, aussi, et c'est moins cher. Donc, on a trouvé ça quand même assez aberrant d'arriver, donc d'être dans le cœur d'une ville, parce que donc la gare nous emmène directement à la destination, mais parce que nous, voilà, on avait envie d'aller voir aussi des choses, de s'éloigner un petit peu. Il y avait des choses qui nous donnaient envie un petit peu plus loin. Il a fallu qu'on paye la navette, qu'on aille jusqu'à l'aéroport, et qu'on se retrouve à louer une voiture. Voilà, c'est ça. Donc, je comprends. Et petite anecdote. Et pour revenir sur la notion de navette, de bus, navette, est-ce que vous êtes preneur de solutions de type passe-journée ou même des navettes thématiques touristiques? Ça, vous avez déjà expérimenté? C'est quelque chose qui vous plaît ou pour vous, c'est pas du tout dans votre style d'expérience que vous privilégiez? Les passes-journées, oui, ça pourrait être très bien, justement, qu'ils combinent plusieurs modes de transport, que ce soit les TER locaux, plus après les trajets en bus ou minibus dans la destination. Après, les voyages partagés, thématiques, on aime, à la journée, je parle d'une navette sur la journée, une navette touristique ça peut être une bonne idée pour les gens qui n'ont pas envie du tout de se soucier, ou qui ont peu de temps, de l'organisation, qui savent pas trop quoi voir, quoi faire, donc nous, je veux dire, oui, c'est forcément une bonne idée. Nous, après, parce qu'on aime ça aussi, je pense organiser et être maître de l'itinéraire, de préparer nos petites choses. Donc en tout cas, c'est pas quelque chose que nous on a testé. Vous n'êtes pas les clients de ça. D'accord. Mais en fait oui, c'est clairement une bonne idée, effectivement. Ouais. Parce que après, c'est vrai que ça demande une vraie logistique, mais c'est vrai que encore une fois, pour exemple, la destination où je travaillais, l'été seulement, il y avait une navette thématique qui faisait la tournée des producteurs. En fait, c'était la navette des producteurs. Ou pas que, des fois, c'était aussi pour les emmener à un plan d'eau. À un plan d'eau parce que c'était pas à côté, mais comme les personnes n'avaient pas forcément de voiture, du coup ils passaient la journée à se baigner et puis le soir ils repartaient. Du coup, ça faisait vraiment cette notion de transport en commun, tout simplement. Mais la navette des producteurs était plutôt prisée. En plus, elle était pas très très chère et du coup, en fait, c'était des arrêts et à chaque fois dégustation, découverte d'une nouvelle ferme. C'était souvent des fermes pédagogiques. Et du coup, c'est vrai que pour les enfants, c'était chouette, quoi. En vrai, c'est génial parce qu'on dit qu'on n'a jamais testé, mais parce que je pense qu'on est aussi jamais tombé sur une offre. Sur ce genre de navette, mais parce que clairement, ça a l'air séduisant. C'est séduisant. Celle-là, la navette des producteurs, elle plaisait vraiment beaucoup aux familles parce que tu t'arrêtais, les enfants allaient voir la ferme où il y avait les agneaux, goûter le fromage, fabriquer du fromage. Tu vois, il y avait plein de choses. Donc, effectivement, c'est une bonne idée. Ça, c'est quelque chose, effectivement, pour les destinations rurales, de jouer un peu sur ce côté-là, ça peut être super intéressant. Aujourd'hui, vous êtes désormais inscrit en tant que créateur de contenu sur l'annuaire des influenceurs voyage et lifestyle que j'ai lancé en décembre dernier. Est-ce que, on va y venir, pouvez-vous nous présenter justement votre ligne éditoriale et vos reportages phares que vous avez l'habitude de mettre en avant sur votre média voyagerentrain.fr? Alors nous, ça va être plutôt, du coup, axé sur le voyage en train et en famille.
Et dans l'idée, de montrer, des destinations, sur voyagerentrain.fr, on montre, des destinations qui sont donc accessibles en train et le meilleur moyen aussi pour s'y rendre, au meilleur prix. Au meilleur prix, d'accord. On montre en fait tous nos conseils et nos astuces, voilà. Ouais. Et c'est beaucoup de conseils, astuces, effectivement, de bons plans. D'ailleurs, hier, à l'heure où on enregistre, donc là on est le 25 janvier, hier se lançaient les tarifs des voyages du printemps. Donc ça s'est ouvert hier et justement grâce à votre newsletter, j'ai pas loupé l'info. Donc ça c'est chouette, j'ai pu réserver pour le pont de mai, tu vois. Donc ça c'est fait. Et ok, donc là, vous partagez que vos voyages ou il y a aussi d'autres voyageurs qui partagent leur expérience de séjour? Il me semble en avoir vu quelques-uns. Oui, c'est ça. On a aussi effectivement, donc on raconte nos voyages, donc plus sur le côté, vraiment l'accessibilité, en train. Et puis on a des témoignages aussi de personnes donc qui ont fait des voyages en train et donc qui viennent nous raconter, le récit vraiment de leur itinéraire, le prix aussi, combien c'est pour donner des idées concrètes de je peux aller là ici et ça va donc à peu près parce que les prix sont en fonction du nombre de personnes, de la date, du train, de la date, mais en tout cas ça donne une idée et je pense que ça aide aussi bien à se projeter, je te confirme parce que moi ça y en a un qui m'a inspiré, c'est celui pour aller en Normandie et du coup je pars en Normandie, tu vois, donc d'accord, génial. Donc il y en avait un qui parlait justement du train nomade parce que on va y venir, c'est effectivement un des bons plans et que encore une fois j'ai découvert grâce à votre site, c'est que les offres régionales, donc les offres TER par exemple, ont des passes à la journée justement ou des trains touristiques. Enfin, il y a des offres vraiment hyper intéressantes sur place, mais encore faut-il effectivement se donner la peine d'aller les chercher. Et l'avantage de voyager en train, c'est que tout est répertorié sur le même site, quoi. Donc ça là-dessus, il y a des véritables. Il y a des véritables bons plans. En France, en fait, c'est qu'on a 13 régions et donc 13 politiques tarifaires différentes et toutes les régions ont des bons plans et voilà. Faut se donner la peine d'aller les chercher. Voilà. Et on a écrit donné cette un livre. On a écrit le livre, pour ça, effectivement, qui répertorie, tous ces bons plans. Et dans vos articles propres à vous, vous expliquez. Vous faites un focus sur l'itinéraire, mais est-ce que vous faites aussi un focus sur les activités et les hébergements dans votre reportage? Est-ce que, en famille, justement, vous dites, tiens, voilà, nous, à pied, on a pu faire ça. Vous faites aussi ce focus activité-hébergement? On a deux types d'articles. On a beaucoup d'articles conseils, justement, pour aller à un endroit pour aller à un endroit à un autre. Et après, on a aussi des articles destination où on dit ce qui est accessible, ce qui est faisable en train ou à pied ou en vélo quand on arrive sur place. C'est ce type d'article pour lequel les destinations font appel à vous aujourd'hui. Oui. Par exemple, dans le cadre de collaboration, je parle. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Et donc, c'est ce qu'on peut retrouver sur l'annuaire. Ok. Effectivement, j'ai vu des articles beaucoup plus thématiques et qui sont pas forcément des reportages liés à une destination, mais j'ai vu par exemple 12 idées pour randonner dans les Alpes, 12 destinations accessibles en train pour faire de la rando ou pour aller au ski ou pour etc. Donc ça, j'ai vu ça. Effectivement, c'est parfois aussi par rapport aux besoins ou à l'envie d'activité. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir du train, quoi. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et justement, comment vous créez votre programme sur place avec les destinations dans le cadre d'une collaboration? Qu'est-ce que vous testez? Comment vous préparez ce programme? J'ai bien compris que vous aimez bien le préparer vous-même, hein. Mais du coup, qu'est-ce que vous imitez dans le cadre d'une collaboration, d'un séjour? Qu'est-ce que vous mettez comme type? Qu'est-ce qui vous plaît? Justement, en fait, nous, vraiment, l'idée, c'est que si on avait, notamment, si on avait pu se le payer nous-mêmes, c'est que c'est OK. Tu vois. D'accord, ça, c'est le filtre. Voilà, c'est ça. On veut pas faire d'activités, qui nous correspondent pas. Voilà, c'est un peu bateau comme réponse, mais c'est vrai que ce que je pense, plutôt un contre-exemple, mais ça nous est déjà arrivé d'être contactés pour pouvoir aller. Alors notre fille était vraiment tout bébé, donc c'était vraiment plutôt. Elle avait moins d'un an, je sais plus, 9-12 mois, j'ai plus exactement, mais c'était pour aller en plein été, tester c'était quoi, c'était donc du golf sur la plage et je crois et
des activités nautiques, enfin voilà, pas sportives, voilà, bah en fait, enfin ça nous correspondait pas du tout, enfin voilà, parce que et en plus quand on a dit bah oui mais nous on vient avec un petit bébé et on nous a répondu bah vous c'est pas grave, vous pourrez tester l'un après l'autre. En fait, il y en a un qui reste sur la plage pendant que l'autre bah oui, enfin non, enfin voilà, ça correspondait pas à notre envie, donc voilà, pour le coup on a décliné, enfin ça ne correspondait pas, il valait mieux enfin s'orienter vers quelqu'un d'autre. Donc voilà, ce serait plus des choses comme ça et donc orienter forcément, enfin nous famille, quoi. Enfin, voilà. Et justement, quand tu dis famille, c'est vraiment quelque chose à faire tous ensemble. Oui, du coup, à faire tous ensemble, effectivement. Pas l'un après l'autre. Voilà. C'est vrai que pendant le séjour, on est toujours tous les 4, donc on est beaucoup dehors, on marche beaucoup. Et après, on visite souvent via les aires de jeu des villes, du coup, ou de la destination. Donc, c'est vrai qu'on voit je vois ce qu'il y a à faire dans une ville et après, je vois où il y a des aires de jeu pour faire des pauses. Enfin, nous, si on fait des pauses, les filles, elles se reposent à grimper, donc c'est un peu bizarre. Mais je vois bien. Ça leur plaît bien. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités de plein air. Enfin, elles adorent tout ce qui est acrobranche, tout ce qui est plage. Enfin, de toute façon, ça marche toujours avec des enfants. Enfin, mais sinon, un peu de petite randonnée aussi. Enfin, du 5-6 km, elles peuvent faire. Après, il y a juste sur les randonnées où des fois, quand il y a vraiment un truc qui me plaît, c'est vrai qu'on peut être amené à se séparer, là, justement. Oui. Mais justement, on se rejoint. Par exemple, je pense qu'on était au Pays Basque. Moi, je suis parti faire le sentier du littoral. Il y avait 10 km, donc ça faisait un poil trop pour les filles. Donc, Gwenaëlle et les filles, on s'est rejoints à Saint-Jean-de-Luz. Moi, je suis parti à pied de Bidart et du coup, on s'est rejoints pour le pique-nique à Saint-Jean-de-Luz. Et nous, on y était en train, en fait. D'accord. Ok, super. Super. Oui. Bon, ça reste de l'ordre exceptionnel, ça, du coup, j'imagine. Oui, voilà, ouais, c'est vraiment des petites choses comme ça, enfin là où éventuellement, enfin c'est possible. Mais l'idée, enfin c'est que comme on a un rythme, c'est vrai qu'avec les enfants, enfin qui est un petit peu aussi, enfin contraint, enfin par leur rythme à elles. Je pense que l'idéal, souvent aussi, c'est un peu d'avoir un petit peu, enfin, carte blanche finalement, avec, enfin, des incontournables peut-être à voir, à faire, enfin, que la destination a envie de mettre en avant, mais qu'après qu'on puisse aussi nous construire notre itinéraire, enfin, parce que forcément, il va nous ressembler au mieux, quoi. Enfin, voilà. Et est-ce que vous faites ça aussi parce que j'imagine en tant que créateur de contenu, l'objectif c'est aussi de respecter votre audience, en fait, ceux qui vous suivent depuis le début, qui, comme tu me l'avais dit quand on avait préparé, c'est que le profil a évolué comme vous avez évolué, ça a démarré couple, et puis couple avec enfant, avec un enfant, couple avec 2 enfants maintenant, enfin famille, quoi. Et effectivement, et donc cette audience, j'imagine, cherche la même chose, du coup vient chercher la même chose que ce que vous expérimentez. C'est le principe des influenceurs, hein. C'est qu'on s'inspire de ce que vous avez vécu pour se dire, bon, ok, eux, ils adorent se prendre la tête à organiser. Moi, je passe derrière et puis, justement, je profite de tous les bons côtés qui est, quelqu'un l'a fait avant moi et donc moi, ça me libère ma charge mentale, quoi. Et tu l'as dit, hein, tu conseillerais de faire des voyages en train avec des enfants à n'importe quel âge ou, enfin, c'est envisageable, c'est faisable, c'est réalisable, c'est agréable, j'ai envie de te dire, de le faire avec selon l'âge des enfants, peu importe selon l'âge des enfants. Est-ce qu'il y a des périodes plus propices quand même? Je crois que comme on l'a dit au départ, quand ils sont tout petits, c'est peut-être là que c'est plus, enfin, et je mets des guillemets, compliqué parce que, enfin, on l'a fait et que la première fois que notre fille est montée dans un train, donc on a été à Paris, elle avait 1 mois, on est parti à Amsterdam et donc ça s'est très bien passé. Donc voilà, il y a peut-être plus la tranche, je dirais 12-36 mois, on va dire, enfin entre 1 et 3 ans où c'est peut-être plus pareil compliqué parce que ils commencent à voilà, en fait, ils commencent à marcher, ils sont un peu plus intenables, encore une fois avec des guillemets, hein, mais voilà, donc c'est peut-être plus un poil plus compliqué autour de cet âge-là, voilà, mais d'accord. C'est plus difficile de les occuper parce que ils bougent très vite, voilà, donc Est-ce que sur votre site, dans les conseils et astuces, vous parlez aussi de l'équipement? Je pense, tout à l'heure, vous parliez de rando, les sacs rando, les portes bébés en mode sac. Je me souviens plus d'avoir vu ou pas ce genre. Est-ce que vous conseillez aussi sur les équipements ou vous parlez de vos équipements? Vous en parlez un petit peu? On parle de nos équipements, pas forcément sur voyageentrain.fr, mais parce qu'on a un deuxième média donc qui est et pourtant elle tourne, qui est plus un blog de voyage sur lequel vraiment là c'est vraiment le récit de tous nos séjours. Donc
alors que voyage en train est plutôt tourné, vraiment conseil et bon plan autour du train. Donc là, on va être un peu plus large et donc c'est vrai qu'on fait pas de tests d'équipement ou autre. Nous, on a nos équipements, peut-être qu'il en existe des meilleurs, mais voilà, nous, c'est ceux-là qu'on utilise. Donc effectivement, ils sont notés sur nos articles. On a des articles, par exemple, voyager avec bébé ou voyager avec des enfants, sur lesquels on dit ce que nous, on utilise. Oui, mais c'est vraiment voilà, des choses que, encore une fois, qu'on s'est acheté nous-mêmes, voilà, qu'on teste au quotidien. Donc, et puis rien d'extraordinaire dans les équipements qu'on a. Oui, en plus, ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, justement, c'est qu'il n'y a pas besoin, en fait. En fait, il n'y a pas besoin de choses spécifiques. Oui, c'est ça. Tu vois, je suis comme vous, j'ai voyagé avec mon bébé qui, là, il a eu 1 an il y a 1 mois. Et en fait, j'ai voyagé, je crois qu'il avait 3 mois quand j'ai fait mon premier voyage en train. Ça, je m'en faisais une montagne, mais en fait, à cet âge-là, c'est facile, quoi. Vraiment, ils dorment tout le temps. C'est ce que je disais, en dessous 1 an, ils suivent. Quand ils marchent pas. De toute façon, on les a, quand ils marchent pas, en fait. Parce qu'on les a, soit en poussette, en porte-bébé, nous, en porte-bébé, beaucoup en porte-bébé ou en écharpe au tout départ. Mais après, voilà, c'est compliqué parce que, 1 an, finalement, voilà, tu peux plus les mettre, les contraintes. Donc, ils veulent marcher, et donc, forcément, c'est réduit, le nombre de choses. Donc, ça peut être un peu frustrant des fois parce que, quand on est en vacances, ou dans une destination, on a envie de voir, des choses, mais qu'il faut aussi s'adapter à leur rythme. Et puis, là, à 3 ans, autant avant, ils font la sieste un peu n'importe où, n'importe quand. Entre 1 et 3 ans, c'est parfois un peu plus compliqué. Il leur faut, un cadre un peu plus. Il y a des siestes qui peuvent contraindre. Qui sautent, il y a des siestes qui sautent au final. Il n'y a plus de contrainte de sieste. Nous, on l'a plus depuis un moment. Ouais. C'est vrai que c'est un voyage l'après-midi, on n'est pas obligé de s'arrêter pour la sieste. Non, mais ça change tout, c'est sûr. Moi qui ai effectivement un enfant de 7 ans et un d'1 an, voilà, moi il y en a un avec qui on peut faire beaucoup de choses et puis un qui effectivement nous ramène un peu à la maison pour faire la sieste, quoi. Donc c'est ça. Donc c'est un rythme. Mais c'est qu'un temps, c'est ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'une période. On arrive à ma dernière question signature. En tant que créateur de contenu, quelle est pour vous la meilleure astuce pour susciter de l'émotion chez vos lecteurs? Parce que c'est vrai que les créateurs de contenu, les blogueurs voyage, par exemple, qu'est-ce qui fait que votre audience, votre communauté a vraiment envie de vous suivre? Comment vous faites pour leur donner envie, créer de l'émotion? C'est quoi votre secret? C'est de leur montrer tout simplement que c'est possible, parce que je pense qu'on a plein d'a priori, notamment sur le voyage en train. Et donc, finalement, juste de montrer l'exemple, on se dit, ah oui, mais si eux, ils le font, c'est que ça doit être possible, voilà. Donc c'est plus, par finalement, c'est du soulagement. Quand on vous lit, on se dit, mais en fait, c'est possible, quoi. C'est accessible, c'est possible. C'est ça, c'est possible de le faire avec des enfants, c'est possible de le faire sans exploser son budget, c'est possible, voilà. Et donc, ce qu'on dit souvent, c'est un petit peu, de réinventer. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de réinventer les imaginaires liés au voyage. Ouais. Et pour pousser un peu plus loin, c'est que souvent, quand on pense voyage ou même quand on tape voyage dans un moteur de recherche, sur un moteur de recherche, il y a beaucoup d'images liées à des plages paradisiaques, et on voit là tout de suite une fenêtre liée à un hublot d'avion, voilà, ou des choses comme ça. Et donc on veut montrer qu'on peut voyager autrement et que c'est possible, que ce soit en famille, en train, voilà, de reprendre le temps de voyager. Et je pense que ça, c'est quelque chose de reprendre le temps qui donne envie, mais que les gens ne savent pas forcément comment faire, par où commencer. Et donc, voilà. C'est tellement vaste, il y a tellement de destinations accessibles en train, ou du coup après en transport en commun, que ce soit en France ou en Europe, on n'aura jamais assez d'une vie pour tout explorer. Non, mais ça c'est certain. Pour tous les goûts. C'est certain. Et aujourd'hui, dans vos voyages, quel est le ratio dans vos destinations entre France et Europe? Je m'imagine maintenant que les enfants sont plus grands, que les filles sont plus grandes, vous partez plus loin. Oui, c'est ça. On a toujours été, ça dépend des années, mais ça fait à peu près 50-50 en fonction de... D'accord. Vous avez une région française coup de cœur? La Bretagne. C'est ça l'objectif. Bretagne, mais c'est vrai que... Mais la Bretagne, est peut-être la plus belle région de France, non? Écoute, moi, je vais pas te contredire, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi. Moi, c'est la Normandie qui m'attire ces derniers temps. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai envie de la falaise et de la mer, tu vois. C'est vrai que c'est ressourçant. Après, c'est Etretat que j'ai vu. On a vu Etretat sans arrêt depuis 2 ans, donc peut-être que c'est ça aussi. Mais moi, il y a des destinations comme Honfleur, tu vois.
Deauville, ces plages normandes, le débarquement aussi, peut-être aussi aller voir un peu ce tourisme de mémoire que j'ai encore jamais vraiment surtout qu'on est sur une année commémorative. Mais oui, je pense qu'effectivement, ça va être une destination très prisée cette année. Et je me rends compte qu'en fait, je suis la bonne cliente du marketing parce que en fait, tout ce que j'ai en tête, c'est tout ce qu'on m'a montré. C'est ça. La preuve, c'est que ça marche en fait. Effectivement, il y a dû avoir des images, des reportages, voilà, que ce soit via les réseaux sociaux et qui ont montré ça. Et donc la preuve, c'est que si on en montre plus, c'est que ça donne envie. En fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Que ça peut être attirant. Donc, faut rendre le voyage en train attirant et puis, l'accessibilité. Oui, en fait, c'est vrai que j'aime bien le fait que cette vocation que vous avez, qui est de dire, en fait, c'est possible. Et cette notion accessible en termes de budget et en termes de déplacement, et ça, c'est vraiment intéressant. Et effectivement, il y aura beaucoup d'influenceurs qui me diront, moi, je veux créer l'émerveillement, je veux créer, tu sais, le waouh, je veux créer, etc. Vous, c'est le côté, en fait, soulagement. Tu vois, moi qui suis maman, je me dis, ouais, en fait, c'est ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, j'ai regardé, je me dis, ah ouais, mais en fait, c'est facile. C'est pas la fin du monde, quoi. C'est pas le bout du monde, etc. Et donc, ça, c'est cool. Et effectivement, en s'abonnant à la newsletter, du coup, on manque pas les bonnes occasions, les bons plans. Donc, ça, c'est encore mieux. Merci à tous les deux d'être venus partager cette vision des tendances du voyage en train. C'est vrai que moi, ça me parle parce que je l'expérimente de plus en plus. J'ai pas encore convaincu mon chéri de faire tout un vrai voyage en vacances en train à 4, mais je crois que ça va pas tarder parce que le prochain voyage que je fais là en Normandie, là je le fais avec une copine, mais quand je lui expliquerai que j'ai tout fait en fait en train à pied, je pense que ça va finir de le convaincre. Et puis effectivement, je suis persuadée qu'il y a tellement encore de coins de France à visiter. Enfin, de toute façon, on n'aura pas, effectivement, comme tu as dit Victor, on n'aura pas assez d'une vie, ne serait-ce que pour faire la France entière. Donc en fait, profitons-en et profitons effectivement que ce soit de plus en plus démocratisé, qu'on a des politiques tarifaires qui valent vraiment le coup. D'ailleurs, c'est grâce à vous que j'ai pu faire le train de la Côte Bleue. J'ai découvert effectivement qu'en région, voilà, même en PACA, qu'il y avait des trains touristiques. Et du coup, j'ai expérimenté le train de la Côte Bleue. Et ça, qui permet de voir des paysages qui ne sont accessibles que depuis le train. Grâce au viaduc, grâce à que tu ne peux pas voir ailleurs, hormis d'avoir un drone. Mais voilà, en fait, tu le fais que parce que tu es dans le train à ce moment-là. Et ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il y a des points de vue que tu ne verras nulle part ailleurs que dans le train, en fait. Et ça, c'est dingue. Merci à tous les deux, en tout cas. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à toi. Et puis, j'espère, je vous souhaite en tout cas de belles collaborations en 2024 dans de belles destinations qui vont vous émerveiller, qui vont vous plaire. Et j'ai hâte justement de les découvrir sur votre site voyagerentrain.fr. Merci à tous les deux encore. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Et voilà, chers auditeurs, j'espère que cet épisode avec Gwenaëlle et Victor vous a plu, que vous avez vous aussi trouver de l'inspiration pour justement réfléchir à comment, en termes de communication, vous pouvez rendre visible le fait que votre destination touristique ou en tout cas que votre hébergement touristique est vraiment accessible en termes de prix et accessible en termes de trajet pour venir, pourquoi pas, en train justement jusqu'à chez vous. Et pour moi, c'est aussi votre rôle en tant qu'acteur du tourisme de faciliter cette prise de décision aux futurs voyageurs qui se posent la question. Et donc, c'est aussi à vous de leur faciliter l'accès à cette information, que ce soit, comme on disait dans l'épisode, pourquoi pas, grâce à un itinéraire qui est vraiment tracé depuis la gare jusqu'à chez vous ou jusqu'à des points centraux. Pourquoi pas aussi réfléchir à comment vous pouvez créer des itinéraires thématiques pour les touristes, pour les voyageurs qui veulent découvrir différents points. Pourquoi pas depuis une navette thématique, c'est quelque chose que certaines destinations ont mis en place et qui cartonne en général auprès de ce type de clientèle. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le relayer autour de vous pour aider votre destination ou d'autres acteurs du tourisme à gagner en visibilité sur la notion d'accessibilité en train. Si vous souhaitez aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter où vous retrouverez chaque lundi des conseils inédits en avant-première, des astuces aussi pour développer votre communication émotionnelle et bien entendu, vous aurez accès à tous les bonus gratuits que je propose depuis maintenant 2 ans. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!